Bonjour à tous et bienvenue au chapitre 4 de mon podcast tricot, la Tricot-Trotteuse. Mon nom est Élise et je suis la créatrice derrière Élise d'Amour Design. Vous pouvez d'ailleurs me retrouver sur Facebook et Instagram sous le nom de Élise d'Amour Design et sur Ravelry sous le nom de Elidam. Donc, le chapitre 4 au mois d'août 2022. Ça fait déjà un bon moment que je vous ai parlé. La dernière fois, le chapitre 3 remonte au mois d'avril. J'avais encore une fois pas l'intention de laisser passer autant de temps entre les deux chapitres, mais ma grossesse se passe tellement vite que honnêtement, je vois pas le temps passer, c'est fou. Puis j'avais l'intention de tourner le chapitre 4 en juin avant de partir en Italie. Mais en rétrospective, avant de tourner, en fait, je trouvais que j'avais pas assez tricoté et j'avais pas beaucoup de choses à vous montrer. Finalement, j'ai tellement acheté en Italie que j'aurais pu vous faire un podcast avant puis un podcast après. Mais même que je vais devoir couper là, dans mes achats québécois d'avant le voyage pour pouvoir vraiment avoir un podcast d'une longueur raisonnable. Sinon, ça finira jamais. Mais bon, c'est pas grave. J'espère vraiment tourner le chapitre 5 avant d'accoucher, ce qui devrait être faisable. Je pensais en faire un, là, dans le fond, mi-fin septembre. Donc, disons qu'il va couvrir l'automne, vu que je suis due pour le 17 octobre. Donc, je suis déjà à 29 semaines pour bébé Robin. Je vous montre ma bédaine. C'est sûr que je suis proche en ce moment. J'ai un cadre un peu plus rapproché que d'habitude pour éviter d'avoir à me lever et à me pencher énormément vu que c'est devenu un petit peu plus difficile avec bébé. Donc pour cette fois-ci, puis probablement pour le prochain, si je tourne avant d'accoucher, le cadre risque d'être un petit peu rapproché. Donc c'est ça. Puis j'ai pas tourné en juillet non plus parce que en retour de voyage, il y a eu la péripétie, si vous me suivez sur Instagram, vous avez suivi ma péripétie de perte de bagages avec notre retour de voyage. Évidemment, toutes mes laines étaient à l'intérieur. Finalement, tout s'est bien terminé, là, on les a reçues et tout, mais entre-temps, on a amorcé le projet de commencer la chambre de Robin. Puis, disons que ça nous a pris vraiment tout notre temps pour préparer la chambre, puis c'est pas fini, là. Donc, c'est quand même long, préparer l'arrivée d'un petit bébé. Donc, je me garde encore du temps de tricot. Je suis d'ailleurs en train de travailler sur un prochain patron, puis un autre qui doit sortir à l'automne. Mais je peux pas vous les montrer pour l'instant, parce que il y en a un qui est secret, puis l'autre, je suis pas encore tout à fait satisfaite. Donc, je vais attendre d'avoir un prototype vraiment là, satisfaisant pour le montrer. Donc c'est ça, on va commencer tout de suite avec les projets terminés. Le premier projet, c'est mes chaussettes Orphée. Je vous les avais montrées la dernière fois, ils étaient dans mes projets en cours. Maintenant, elles sont terminées. Le patron, il est sorti sur Ravelry, il est disponible. D'ailleurs, vu que j'ai pas pu faire un podcast la dernière fois, j'ai pas pu faire un podcast dans le fond à la sortie, je voulais vous offrir 20% de rabais sur le patron Orphée jusqu'à la fin août. Donc, avec le code Tricot-Trotteuse, vous pouvez avoir 20% de rabais sur le patron Orphée. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous avez jusqu'à la fin août. Donc, le patron Orphée, qui est une collaboration avec les laines Péché Mignon. Je vous avais montré la laine la dernière fois, là, malheureusement, je sais plus où. Vu que le projet était terminé, j'ai rangé la laine, puis je l'ai cherchée hier, je la trouve plus, donc je sais pas où je l'ai rangée. Je l'ai peut-être mis par mégarde dans les laines que je dois déstacher dans les prochaines semaines, mais c'est pas mon but, là, donc je devrais la revoir la prochaine fois. Mais les laines Péché Mignon, la couleur est assez belle, c'est assez fidèle, là, la couleur. Puis la dernière fois que je vous avais parlé, je vous avais dit que la couleur c'était la vente juste pour moi, puis qu'elle allait changer de nom. Donc elle a changé de nom, c'est devenu, on a fait un concours avec Mélanie pour trouver dans le fond le nom de cette couleur-là, et elle s'appelle maintenant Marcher sur la Lune. Donc si jamais ça vous intéresse, je sais pas si elle en a encore de disponible, vous pouvez contacter Mélanie des laines Péché Mignon, puis le nom de la laine c'est Marcher sur la Lune. La base, c'était sa base à chaussettes, donc je pense que c'était 80% mérino, 20% nylon, mais à vérifier, là.
Tout est dans ma fiche Ravelry, puis je vais vous l'écrire en bas, là, vu que j'ai pas l'étiquette en ce moment. Donc c'est ça, le patron Orphée, c'est un patron Tosa. Donc on commence par la pointe, puis on monte le pied. On fait le talon, qui est mon talon Tweedledee unicolore, puis la jambe et les côtes finalement. C'est un patron qui est Tosa, mais une de mes testeuses l'a testé cuff down. Donc c'est un patron qui se fait quand même bien parce que toutes les torsades sont sous forme de charte. Puis le talon est entièrement réversible. Donc si jamais vous voulez vraiment les faire, mais que vous tricotez juste à partir des côtes, c'est un patron qui se fait bien. Là. Même s'il est écrit à partir des orteils, vous pouvez quand même, là, en virant les chartes à l'envers, commencer par les côtes. Faire le talon comme tel, parce que comme je vous dis, il est entièrement réversible. Puis terminer, là, évidemment, il va avoir, vous devez faire vos diminutions d'orteils comme vous les faites habituellement, vu qu'ils ne sont pas écrits dans le patron pour ce sens-là. Pardon, je pense que je vais avoir des petits reflux tout le long, là, ça fait partie de mes maux de grossesse, donc je suis vraiment désolée pour ça. Donc voilà, je vous en avais quand même beaucoup parlé la dernière fois, c'est pour ça que je passe un peu vite, mais c'est un patron que j'adore, honnêtement, je trouve qu'il fait super féminin. Je trouve qu'il est très romantique en fait, je l'aime vraiment beaucoup, puis même si je lui ai donné un nom masculin, je trouve qu'il est très délicat puis très féminin. Je vous rapproche pour les petites torsades, là. La couleur, c'est vraiment un beau lavande cendré. C'est assez fidèle, là, vraiment. C'est une couleur que j'ai beaucoup aimée. Ça a été un gros coup de cœur. Donc, j'ai été très contente de pouvoir travailler avec cette laine-là pour faire ce patron-là. Puis, je sais pas si je vous l'avais dit la dernière fois, mais dans le fond, il est taillé en 4 différentes grandeurs. Il y a le small pour le 56 mailles, le medium 60 mailles, le large 64, puis le X large 68 mailles. J'ai pas fait de 72 pour cette paire, pour ce patron-là, puisque ça fonctionnait pas avec les chartes. Mais je pense qu'on peut quand même aller, on peut trouver là, une assez grande... On peut trouver la taille qu'il nous faut là, en jouant aussi avec la taille d'aiguille. Si jamais vous avez l'habitude de faire vos chaussettes en 72, puis que là il y a juste 68, vous pouvez prendre des aiguilles un petit peu plus grandes pour que ça fonctionne. En tout cas, moi je le fais. Là. En ce moment, je suis en train de tricoter une paire de chaussettes sur des 2.5. Normalement, je tricote toutes mes chaussettes sur des 2.75. Puis j'ai ajouté 4 mailles dans le fond à la chaussette pour que ça fonctionne pour mon pied. Donc normalement, j'utilise 60 mailles sur des 2.75 mm. Puis là, j'ai montré 64 mailles sur des 2.5 mm. Donc c'est quelque chose qui se fait aussi, là, évidemment, avec un patron. Donc voilà pour Orphée. Comme je vous dis, il est disponible sur Ravelry. Puis exclusivement là, pour le patron, dans le fond, j'ai mis 20% de rabais avec le code TRICOTROTTEUSE jusqu'à la fin août. Donc si jamais ça vous intéresse. Donc c'est ça pour mon premier projet terminé. Ça fait évidemment un bon moment qu'il est terminé, considérant que le patron sortait en mai. Mais je ne vous les avais pas montrés terminés. C'est ça qui est ça. Mon deuxième projet terminé, je ne vous l'ai jamais montré au podcast parce qu'en fait, je l'avais commencé en 2018, en décembre 2018. Puis, je pense que j'y ai pas touché pendant quelque chose comme 3 ans. Je dois l'avoir tricoté comme de décembre 2018 à peut-être mai ou juin par interminence 2019. Je dois l'avoir rangé, puis je pense que j'y touchais genre pratiquement jamais. En fait, je détestais tricoter ce patron-là, mais maintenant qu'il est terminé, je l'adore. C'est mon Birds of a Feather de Andrea Mori. Donc, il est vraiment énorme. Évidemment, c'est pas... c'est un châle qui est très connu. Puis, je vous montrerai pas souvent des châles dans ce podcast-ci parce que j'en porte pas beaucoup. Je les porte surtout comme foulard, là, comme écharpe à l'automne ou à l'hiver, mais celui-là, il était tellement beau, j'avais vraiment envie de le faire. Finalement, j'ai détesté le faire. Mais j'adore vraiment beaucoup le projet terminé. Là. Donc, je vous le montre à partir de la pointe, où on commence d'ailleurs à tricoter. Donc,
J'ai fait un nœud dedans parce que je préfère porter, le porter avec un nœud. Je vais vous le montrer porter, puis ensuite je vais pouvoir défaire le nœud là, pour vous montrer la fin. Donc voilà. Vraiment, là, je l'adore. Je le trouve vraiment très très beau. Je peux pas vraiment... La laine joue beaucoup pour à quel point j'aime à quel point j'aime ce patron-là. Mais vraiment, il est magnifique. Puis comme je dis, là, je vais défaire le nœud pour vous montrer la fin. Et voilà. Donc, il est vraiment très gros. Ça m'a pris, je pense, 1h30 le bloquer. Juste mettre les câbles de blocage pour pouvoir le bloquer. Puis il a monopolisé ma table de cuisine. Heureusement, il est tellement léger qu'il a séché super vite. Donc, ça n'a pas été très long. Mais voilà. Alors, je le trouve tellement beau pour vrai. Je le regarde, je le trouve vraiment magnifique. Pardon, la vidéo a coupé. Donc, ce que je disais, c'est que je l'aime vraiment beaucoup. Je le trouve vraiment très très beau. Puis maintenant qu'il est terminé, je regrette pas de l'avoir fait, mais je dois dire que j'ai vraiment détesté tricoter ce projet-là. En fait, c'est que je le trouvais tellement, mais tellement plate que j'étais pas capable de me sentir stimulée, là, puis d'avoir envie de le terminer, même si je le trouvais tellement beau. Donc, pardon, les laines, c'est les arts textiles du Témiscouata. Ce patron-là, dans le fond, comme je vous ai dit, c'est le Birds of a Feather de Andrea Mori. Puis, il nécessite, dans le fond, 3 écheveaux, 2 de... voyons, excusez, je perds mes mots. 2 de mérino nylon, ou juste mérino, puis 1 de mohair. Puis, ils sont pas tricotés ensemble, donc ils sont vraiment tricotés à tour de rôle. Moi, j'avais choisi, c'est ça, les arts textiles du Témiscouata. La couleur est vraiment belle, je trouve. J'avais choisi, on va faire le patron, je sais pas si ça le suggère, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font avec un couleur de fingering puis de moire différentes totalement, puis ça donne vraiment un beau genre. Moi j'avais choisi du ton sur ton, donc j'avais pris exactement la même couleur pour les deux, et c'est la couleur suffragette, qui malheureusement n'existe plus, étant donné que je l'ai acheté à la petite laine 2018, qui date un peu quand même. Donc c'est ça, la fingering, dans le fond j'ai acheté la Plum Socks, que je suis plus sûre non plus si elle existe encore, qui était 110 grammes, 382 mètres, donc vraiment un fingering, une bonne laine à bas, là. 80% laine mérino, 20% nylon. Puis, comme je vous disais, l'enfant, j'avais acheté 2 pelotes au festival de la petite laine 2018. C'était la laine que je voulais absolument aller chercher, c'est même le premier achat que j'ai fait là-bas. Puis, il me reste 70 grammes de la deuxième pelote, donc j'ai utilisé 150 grammes. Donc, si jamais vous avez un restant de chandail à la maison ou quoi, ça peut très bien faire l'affaire, pas besoin d'acheter nécessairement 2 pelotes. Comme je vous dis, j'ai utilisé 150 grammes de la fingering couleur suffragette. Puis, j'ai acheté un écheveau de mohair, encore une fois, les arts textiles du Témiscouata, évidemment, vu que c'est la même couleur. C'est la Mossoie, sa base Mossoie, qui est 50 grammes, 420 mètres, donc c'est un lace. Puis 70% mohair, 30% soie. Puis honnêtement, c'est dans les mohair que j'ai préféré tricoter, même si j'ai détesté le faire. Je vais vous expliquer pourquoi plus tard, mais ce mohair-là, il est tellement doux. Il pique pas du tout. C'est sûr que je sais que je suis quand même assez résistante à toutes les petites laines qui piquent, mais c'est vraiment ce mohair-là. Mettons, si on le compare avec le mohair, je sais que ça se compare normalement pas, mais mettons qu'on le compare avec le mohair Knit Picks, c'est deux mondes, complètement deux mondes. Le mohair, la base Mossoie de Les Arts Textiles du Témiscouata, c'est totalement, je la recommande totalement, c'est vraiment un gros coup de cœur. Ah, voilà, ça c'est vraiment la bonne couleur.
C'est vraiment un petit beige rosé, presque couleur peau, le pêche. Vraiment, j'avais eu un gros coup de cœur sur la couleur. Puis j'ai vraiment pas été déçue, là. Je trouve que les deux ensemble, tricotés en intervalle, ça a vraiment eu le résultat que j'escomptais. Dans le fond, c'est ça, comme je vous disais, là, comme je vous l'expliquais un petit peu, si vous connaissez pas Andrea Mori, allez voir ses patrons. Évidemment, ils ont plus besoin de présentation en général, ils sont très connus. Ces shawls ont l'habitude d'être très très gros. J'ai reçu beaucoup de commentaires quand j'ai posté mon blocage sur Instagram où les gens disaient « Ah, un shawl d'Andrea Mori, c'est tellement gros, ça prend tellement de place. » Oui, mais ils sont très très enveloppants, donc si quelqu'un veut quelque chose là, qui va vraiment le protéger du froid, ou même pour porter là, comme un vrai châle, là. Mettons que je le mets sur mes épaules. Mettons que j'y arrive pour vrai, là. Il est quand même très très enveloppant, là, donc je pourrais me lever. On voit pas grand chose, là, à part ma bédaine, mais il couvre vraiment bien les épaules et les avant-bras. Puis comme foulard, il est très enveloppant aussi, là, donc si vous cherchez un projet zéro cerveau, à tricoter devant la télévision ou pour faire beaucoup de routes, c'est le projet parfait. Si vous voulez un projet stimulant, passez votre chemin. C'est vraiment pas le bon projet. Il est pratiquement entièrement en point mousse. On commence par la pointe, la plus petite pointe. Puis on alterne dans le fond le point mousse entre le fingering puis le mohair. Puis on grandit, on a fait des augmentations en même temps là, pour aller chercher la largeur du châle. Il y a un petit peu de dentelle. C'est une dentelle extrêmement facile, très accessible aux débutants, c'est vraiment pas compliqué. Puis si je me trompe pas, le patron est aussi disponible en français. Donc si vous êtes débutant et vous voulez vous lancer dans ce châle-là, lancez-vous vraiment, c'est très 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 accessible aux débutants, c'est très facile. Donc on continue d'augmenter en alternant les laines puis les motifs jusqu'à arriver à la pointe qui va faire dans le fond la pointe du triangle. Puis à partir de ce moment-là, on n'augmente plus, mais on diminue pas non plus. Dans le fond, on change seulement la direction là, de la veine centrale. Donc on la tasse un petit peu à chaque rang pour créer ce triangle asymétrique-là. Donc à partir de ce moment-là, on a l'impression d'avoir fait la moitié du châle, mais en fait non, c'est ça qui est trompeur. C'est que quand on est rendu à la pointe, on a l'impression d'avoir fait la moitié, mais non, parce qu'il reste une plus longue partie où on a encore plus de mailles. Donc c'est pour ça que c'est trompeur. Donc on continue d'alterner. Puis ça crée vraiment cette asymétrie-là dans le châle qui fait un triangle. C'est vraiment très très beau. Puis la partie finale, c'est des rayures entre le mohair et le fingering. Puis là, moi, j'ai fait une petite erreur dans le patron, je sais pas à quel moment. En fait, j'en ai fait probablement plusieurs parce qu'on serait censé terminer sur une bande de la même largeur ici, là, qu'ici. Mais moi, ça n'arrivait pas. Donc, ce qui veut dire que probablement qu'à un moment donné, j'ai fait un nombre plus petit de répétitions dans soit dans le mohair, soit dans le fingering, mais ce qui faisait que donc ça n'arrivait pas dans le patron. C'est pas plus grave, si jamais ça vous arrive aussi, vous faites juste continuer à tricoter puis à tasser dans le fond la veine centrale jusqu'à arriver au bout. Comme ça vous permet vraiment d'avoir une belle ligne droite pour terminer. Puis entre vous et moi, je préfère ça comme ça, je crois, d'avoir une bordure un peu plus large à la fin. Je trouve que ça fait beau, puis ça fait que le châle se tient mieux aussi, là. Donc, voilà. Vraiment, je le trouve magnifique. Honnêtement, je suis vraiment contente de l'avoir. Je crois que je vais le porter beaucoup. Je ne sais pas si je vais le porter beaucoup cette année, malheureusement, vu que c'est pas recommandé d'utiliser du mohair autour d'un nouveau-né. Vu que du mohair ou de l'alpaga, vu que les poils, c'est une fibre qui est très poilue, puis les poils peuvent s'entourer autour de leurs petits doigts ou de leurs petits orteils, puis dans le fond, couper la circulation, ou encore ils peuvent en inhaler.
ce qui est vraiment mauvais. On s'entend même que vous et moi, quand on avale un morceau de mohair, c'est pas agréable, donc pour un nouveau-né, c'est encore pire. Donc on suggère de jamais faire de vêtements en mohair ou en alpaga pour un bébé, mais on suggère aussi de ne pas en porter si, évidemment, le bébé est collé sur nous, puis étant donné que ben, c'est mon fils, forcément, il va être collé sur moi, donc je sais pas si je vais le porter cette année. Peut-être pendant les marches d'hiver, il va être dans sa poussette, puis moi je vais pouvoir porter mon châle avec, j'ai un manteau qui est rouge Bourgogne assez foncé, donc je pense que ça va être vraiment beau avec ça. Je me répète encore, mais je l'aime vraiment beaucoup, puis la laine fait que c'est d'une douceur incroyable. Il pique pas du tout. Ça va être un charme à porter, j'en doute pas. Là. Moi qui porte pas de châle, qui aime pas en porter, je suis sûre que je vais adorer le porter comme foulard, là, comme écharpe cet hiver. Comme je dis, moi je fais un nœud parce que la dernière partie est vraiment longue. Donc je fais un nœud pour le ramasser un petit peu, sinon... Donc voilà. Je fais juste repasser mes notes pour être sûre que je vous ai tout dit sur ce projet-là. Mais c'était mon plus vieux whip. C'était mon plus vieux projet en cours qui traînait dans mes affaires. Puis je sais pas si c'est la grossesse qui fait ça ou l'arrivée de Robin ou quoi, mais j'ai en ce moment un besoin, on dirait, de finir des vieux whips qui traînent chez nous. J'ai envie de libérer de l'espace, puis d'ailleurs j'ai préparé un gros destache là, pour libérer de l'espace parce que ma laine était entreposée dans le bureau de mon mari qui devient maintenant la chambre de Robin. Donc on a dû faire sortir beaucoup de choses. Donc je vais forcément faire un destage bientôt. Je sais pas si je vais le faire sur Instagram ou sur Facebook, mais vous pouvez m'écrire si jamais ça vous intéresse, puis je vais vous tenir au courant. Mais donc c'est ça, j'ai très envie de finir des projets qui traînent. Donc c'est fort probable que dans le prochain podcast aussi, vous allez voir des choses terminées ou en cours que vous n'aviez jamais vues avant parce que probablement que ça datait de bien avant le podcast. Donc c'est ça. Je suis très contente de l'avoir terminé puis de pouvoir le rayer enfin de ma liste mentale depuis le temps que ça traînait dans mes projets. Puis c'était un running gag, là. Mon mari connaît pas beaucoup de noms de patrons, mais celui-là, il le connaissait par cœur et il me le ressortait à chaque fois en disant « Ça te tente pas de faire ton Birds of a Feather? » Non, ça me tentait pas. Mais là, il est fait, donc c'est check, c'est fini. Je suis très contente. Et je suis super satisfaite du résultat final, donc très heureuse. Mon dernier projet terminé, on change complètement de registre, puis... on change un peu aussi de satisfaction malheureusement, c'est le Pocket Body de French Lavender Home. Donc j'avais eu un gros coup de cœur pour ce patron-là quand je l'avais vu sur Instagram. Puis je voulais absolument le commencer. C'est un projet super rapide, donc complètement le contraire de l'autre d'avant. Je l'ai commencé le 11 juin, puis je l'ai terminé le 12 juin. Donc ça m'a pris une journée. Mais... j'ai détesté le tricoter, puis je suis pas très satisfaite du projet terminé. C'est peut-être parce que je fais pas souvent de peluche, mais j'ai trouvé que les indications étaient vraiment pas claires. J'ai trouvé ça mal expliqué. Il n'y avait pas d'explication non plus sur comment rentrer les fils, puis si on se fiait le 100% au patron, les différentes... ça fonctionnait comme pas. Par exemple, il nous disait de bourrer la tête, mettre la bourrure dans la tête, puis de fermer le cou avant de poser les oreilles. Fait que là, je me disais, moi je l'avais fait, mais là, je rentre comment, moi, les fils des oreilles pour pas qu'un bébé puisse tirer dessus, puis partir avec juste les oreilles, puis que ça soit dangereux. Bref, j'ai perdu beaucoup de patience sur ce projet-là, beaucoup de recommencer, défaire parce que je trouve que les explications n'étaient pas optimales. Honnêtement, ça me fend le cœur de dire ça, mais je le recommanderais vraiment pas. Surtout que je suis pas vraiment satisfaite du résultat final. Je trouve que mon lapin a l'air d'un flambeau.
Je trouve qu'il a l'air d'un ado qui veut pas faire sa chambre. Avec les mains dans les poches. Bref, je dis pas qu'il est affreux, mais je trouve qu'il pourrait être plus... il aurait pu être plus beau. Puis la façon de finir les pieds aussi, j'ai trouvé ça un petit peu décevant. Je trouve que ça fait un peu broche à foin. Pour un patron qui est payant, là, surtout. J'ai été vraiment déçue, puis ça m'a enlevé un peu l'envie d'y faire, de lui tricoter d'autres bûches. Mais dans le fond, la laine que j'ai utilisée, je peux pas vous donner les quantités parce que c'était des restants. C'était de la Quince & Co de la gamme Lark, qui est 50 grammes, 123 mètres, donc c'est un worst. C'est 100% laine. Puis honnêtement, cette laine-là, ça, je le recommande. Vraiment, c'est une laine qui est hyper agréable à tricoter. On dirait que ça glisse. Même la description Ravelry de cette laine-là, ça dit smooth. C'est vraiment une laine qui est onctueuse. On dirait du beurre, là. On dirait qu'on glisse. Quand tu mets ton aiguille dans la loupe de laine, puis tu tricotes avec, on dirait vraiment un couteau qui glisse dans du beurre. C'est vraiment, vraiment très agréable à tricoter. C'est pas une laine qui est donnée. Mais un jour, je vais me faire un chandail avec cette laine-là, sûrement un cardigan, parce que c'est tellement agréable à tricoter que je me dis ça va me tenter au bout de me faire un cardigan, puis de le tricoter. Donc voilà, ça c'était la couleur aigrette, qui est dans le fond naturel. Puis le vert, c'est Sage. Donc c'est ça qui est ça. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, c'est tellement un petit toutou. Moi, j'ai mis un grelot à l'intérieur, je sais pas si on l'entend, mais je sais même pas si je vais le donner à mon fils, vu que je peux pas être assurée que les parties sont vraiment bien... on dirait que je suis comme pas convaincue que j'ai vraiment bien solidifié chacune des parties individuelles, comme le capuchon, puis les oreilles. Donc on dirait que ça me fait comme peur d'y remettre, fait que peut-être que ça va juste être une décoration dans sa chambre, ou même pas, ça va peut-être aller... peut-être que je vais le donner au chat, je sais pas. Mais je suis vraiment déçue, honnêtement. J'avais beaucoup d'attentes pour ce patron-là, puis elles n'ont pas été remplies. Donc, le Pocket Body de French Lavender Home, que je ne recommande pas, malheureusement. Mais tricoté avec la Quince & Co Lark, des restants, évidemment. Achetez-en. Achetez pas ça pour faire juste ce patron-là, surtout. Elle est tellement chère, ça vaut pas la peine. Et cette laine-là, ça, je la recommande vivement. C'est vraiment une super laine commerciale, là, vraiment, j'ai rien à dire. Moi, c'était mes restants de Mathieu Capex. Si vous voulez aller voir le résultat dans mes projets, en fait, je vais vous mettre une photo. Donc, c'est les restants de couleur de Mathieu Capex. Puis, elle est très très chaude, c'est vraiment une super laine, je la recommande vivement. Donc, ça serait déjà terminé pour mes projets terminés. On serait déjà rendu à mes projets en cours. Puis activement, des projets en cours, j'en ai pas tant que ça. J'en ai. Mais comme je vous dis aussi, je travaille sur un patron là, en ce moment, un patron d'été. Je vous en avais montré des aperçus pendant mon voyage en Italie. Mais je suis rendue comme au moment de jacquard. Puis je suis pas satisfaite entièrement encore. Donc c'est pour ça que je vous le montre pas aujourd'hui. Mais probablement qu'il va être terminé la prochaine fois. Donc... ça sera une surprise pour la prochaine fois. Sinon, dans les projets que je veux vous montrer, j'en profite pour vous montrer ma nouvelle broche Twill & Print. Ouais, ok, ça va. Donc c'est une broche en émail compteur de rang que j'adore. C'est vraiment un gros coup de cœur. Donc, c'est juste ça, je voulais vous montrer. J'en ai acheté d'autres, mais je vais vous les montrer lors d'un prochain podcast, vu que je crois que celui-là va déjà être suffisamment long. En tout cas, je crois. J'avais prévu de tourner dehors aujourd'hui, mais il n'y a plus des cordes cette nuit, puis tout mon patio était inondé. Ma table était tellement mouillée que ça m'aurait pris un rouleau d'essuie-tout pratiquement complet, on dirait, pour l'essuyer. Ça me tentait vraiment pas. Puis en plus, les voisins sont dehors en train d'installer leur spa. Donc, je me sentais un petit peu gênée
de tourner un podcast avec un public en direct qui ne tricote pas. Donc, j'ai décidé de tourner en dedans là, pour celui-là. Peut-être que le prochain, je vais pouvoir tourner à l'extérieur, on ne sait pas. De toute façon, c'est très humide en ce moment au Québec, là, donc je pense que c'est une bonne chose. J'aurais eu chaud très vite, surtout depuis, en fait, surtout en étant enceinte, là, on dirait que j'ai plus chaud que d'habitude. Donc, mon premier projet en cours que je veux vous montrer, c'est le cardigan Petit Pérido que je tricote pour Robin de Marie-Christine Lévesque. Voyons. J'ai comme de la misère à le placer pour vous le montrer, là. T'sais, ça a l'air de pas grand-chose en ce moment, honnêtement. Bon, comme ça va bien. Donc, c'est un tout petit cardigan. Je fais la taille 6-12 mois. Ça prend... je suis très sérieuse, ça prend un écheveau de laine. Donc, si vous avez un écheveau de laine qui traîne, que vous aimez beaucoup, puis que vous avez un petit bébé dans votre entourage qui s'en vient bientôt, c'est un bon projet pour le passer. Moi, la laine que j'ai utilisée, c'est une vieille laine qui traînait dans mon stash. C'est une de maille en bas que j'avais dans mon stash depuis 2018. Même la preuve, là, regardez ça, c'est vieilles étiquettes. Donc, c'est sa base essentielle. À l'époque, elle s'appelait même pas comme ça parce qu'elle avait une seule base, puis c'était celle-là. Mais c'est l'essentiel. 115 grammes, 400 mètres, donc une fingering. 80% Merino Superwash, 20% nylon. Puis le nom de la couleur, c'est Brume. Elle existe encore, cette couleur-là. Elle existe encore, cette couleur-là, mais elle n'est plus du tout comme ça. Là. Vous pouvez voir, là, la mienne est extrêmement nuancée. Là. Puis on le voit bien aussi tricoté. Là. Dans le fond, oups là, la pelote s'en allait se promener. Dans le fond, c'est ça, la laine est très, là, très nuancée. Donc, Brume, qui est un gris, dans le fond. Je crois qu'il est encore disponible sur le site de Maille en bas, mais elle ressemblera pas du tout à ça si vous l'achetez maintenant. Là. Mélissa a complètement changé sa technique de teinte, puis ça ressemble plus à ça. C'est très beau, puis ce qu'elle fait maintenant, c'est encore plus beau. Donc, voilà. Mais moi, je l'avais dans mon stash, donc je me suis dit, pourquoi pas le tricoter, vu que j'en ai juste un. Puis, c'est pas... la laine était trop nuancée pour pouvoir faire un patron. Il aurait fallu faire des bas vanille avec, puis des bas vanille gris. Ça me motive pas autant que ça pourrait. Donc je me suis dit que j'allais faire un petit cardigan pour bébé Robin. Les aiguilles, dans le fond, le patron demande des 3,5 mm, mais comme la de maille en bas, c'est quand même une laine qui est dodue, puis qui a quand même un bon retard. Moi, je la tricote en 3,75. Puis j'arrive sur le bon échantillon. Donc, c'est pas parce que je tricote lousse, là, je tricote pas particulièrement lousse, c'est vraiment que la laine est quand même assez dodue. Donc, j'utilise des 3,75. Puis, j'ai commencé le patron, j'ai commencé le cardigan le 7 mai. Puis, je suis juste rendue là. Honnêtement, je l'ai mis en punition longtemps parce que j'ai un peu de misère avec la bordure. Là. Je comprends pas pourquoi. J'ai beau suivre les instructions, on dirait que ça marche pas. C'est clairement moi qui comprends pas quelque chose. C'est pas le patron qui a un problème, là, vraiment pas. Mais il faudrait vraiment que je m'assoie et que je le relie au complet. D'ailleurs, c'est pas un patron que je recommanderais pour les débutants. Je trouve que j'adore les patrons de Marie-Christine. Ils ont tous un fini absolument parfait. Mais je trouve pas que c'est le patron le plus facile qu'elle a fait. En tout cas, moi, c'est le plus difficile de loin que j'ai fait de Marie-Christine Lévesque. Je trouve que il faut vraiment se concentrer là, comme pour le faire. Puis j'avais vraiment prévu ce projet-là pour des soirées télé. Là. Donc c'est peut-être pas le bon mix de moment tricot patron. Parce que je dois souvent relire le patron. Puis quand je l'ai commencé aussi, là,
Je pense que je l'ai lu à peu près 10 fois pour être sûre de comprendre où mettre mes choses. Même que j'ai pas fait le point texturé sur le corps parce que je comprenais pas comment le placer. Là, donc, ça me tentait pas de me casser la tête. Là, probablement que si je m'étais arrêtée 2 minutes, le lire puis vraiment le placer comme il faut, ça aurait été clair. Là. Mais j'avais vraiment pas le goût de me casser la tête. Il était tard. Puis j'ai juste décidé de le faire en point jersey. Donc, de toute façon, je crois qu'avec avec la laine, c'est suffisamment chargé comme ça. S'il y avait en plus un point texturé, je pense que ça ferait trop... Pardon, je suis vraiment désolée pour mes petits reflux gastriques. Mais je crois qu'avec un point texturé, ça ferait trop chargé pour l'œil. Je pense que ça serait... Tu sais, c'est tout petit, là. Ça va être sur un petit corps de bébé, là. Fait que je pense que ça ferait tout pogné. Sur une laine unie, le motif du corps est vraiment beau. Puis je me serais forcée pour le faire, mais sur une laine aussi nuancée, je pense que c'est plus beau d'y aller en jersey. En tout cas, à mon goût, à moi, évidemment. Tous les goûts sont dans la nature, donc qui sait. Dans les projets finis, on a des vraiment très très beaux aussi qui sont faits avec des laines nuancées puis qui ont quand même fait le point texturé, mais on dirait que pour cette laine-là, je le sentais pas. Donc voilà. Mon but, c'est évidemment de le finir avant l'accouchement. J'ai pas le goût de me casser la tête à tricoter ce patron-là quand Robin va être là, même si c'est genre un 6-12 mois, donc techniquement, j'ai encore un peu de lousse. Mais je veux vraiment qu'il soit terminé avant, là, fait que mon objectif, ça serait qu'il soit terminé pour le prochain podcast. Mais bon, il me reste quand même le corps à faire, la bande finale, le côte à la fin. Il faut que je tricote chaque manche, puis que je coule les boutons. Il faut que je les trouve, d'ailleurs, j'en ai pas en stock. Il faut que je me choisisse des petits boutons. Si vous avez des suggestions de boutiques en ligne ou à Sherbrooke, de boutons pour le petit cardigan de mon fils, je suis preneuse. Donc, puis vous me suggérez quoi aussi? Je vais avoir votre opinion dans les commentaires. Est-ce que vous metteriez des boutons blancs? Des boutons bois? On dirait que je suis comme... Je suis pas certaine. Je pense que j'irais avec des petits boutons blancs ou des petits boutons noirs, mais je trouve ça beau aussi, le bois en général, mais je sais pas si ça ferait... Ça irait trop chercher une autre teinte vu que la laine est très blanc et gris, là. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc, voilà. Ça, c'était mon premier projet en cours. Mon deuxième projet en cours, vous allez vraiment pas me voir souvent avec ça, mais comme je vous dis, je suis vraiment dans une vague de finir des projets qui traînent. Donc, quand je suis partie en Italie, j'ai regardé dans mon stage ce qui traînait, puis j'ai trouvé une paire, en fait une paire, il y avait un début, je pense que j'avais les orteils défaits depuis peut-être 3 ans, de chaussettes vanille. Donc une chaussette sans... Ouh, le Robin il s'active pas mal là. Donc une chaussette sans patron que j'avais faite avec mes orteils habituels que j'avais commencé Tours Up. Puis je les avais commencés en mai 2021. Puis comme je dis, je pense que j'avais tricoté 3 rangs puis je l'avais mis de côté là. Pourquoi je les avais commencés, je sais pas, je me souviens même plus. Mais je me suis dit que j'allais avancer ça puis les finir. Donc, c'est celle-là. Donc, je les ai amenées en Italie justement pour un projet Zéro Cerveau. J'avais amené là, le patron que je vous ai parlé, que je commence à travailler, un patron d'été. Puis j'avais amené ceux-là aussi qui étaient du Zéro Cerveau. Là. Je suis pas rendue loin parce que je le tricote surtout justement quand je suis fatiguée ou quand je fais de la route ou quand on écoute la télé le soir, là, tard. Mais ça avance petit à petit. Puis ça aussi, j'ai l'intention de les finir pour pouvoir les enlever de ma liste mentale. En plus, je les trouve super beaux. Mais je fais rarement ça, des bas vanille sans autorayante, parce que je trouve que c'est un peu redondant. Puis pourtant, je trouve que c'est tellement beau avec de la laine à speckle ou de la laine comme celle-là, là, qui est un peu... je sais pas comment on appelle ça, mais variegated, je pense. Avec des légers speckles. Je trouve que les couleurs sont vraiment belles, pour vrai. Les petits speckles roses, ils ajoutent vraiment beaucoup à cette chaussette-là. Moi, je l'aime beaucoup. Puis la laine est tellement douce. C'est les laines Biscotte Yarn. C'est la base Bissock.
Au Québec, elle n'a plus besoin de présentation, cette laine-là. Elle est tellement connue pour leur autorayante. J'en ai d'ailleurs beaucoup dans mon stash. Mais j'avais envie, apparemment, cette fois-là, de tricoter autre chose que de l'autorayante. Donc, j'avais pris celle-là. Je vais vous mettre une photo de quoi elle avait l'air en écheveau. Parce que c'était un cadeau que j'avais reçu. C'était mon mari qui me l'avait offert à ma fête de 2018. Puis, malheureusement, c'est une couleur qui n'existe plus. C'était une édition limitée là, pour le printemps 2018. Mais elle est très belle. Mais on s'est flou un peu. Puis, elle donne un super beau fini, je trouve, pour une chaussette vanille. J'ai fait aussi, j'ai pas fait les orteils puis le talon contrastant pour utiliser le plus possible de laine parce que la pelote est grosse, là, c'est du 100 grammes, 398 mètres, c'est fingering. Mais si j'utilise des couleurs contrastantes, il va en rester une tonne, puis c'est pas tant facile de réutiliser une laine comme ça. Donc je me suis dit que j'allais en passer le plus possible dans cette chaussette-là. Puis la biscotte, qu'est-ce qu'on peut dire sur la biscotte que tout le monde connaît pas déjà, pas grand-chose. Honnêtement, c'est probablement la laine à chaussettes la plus douce qui existe. Ça, on peut pas y enlever ça, c'est incroyable comment elle est douce. Le problème, c'est qu'avec tout ce qui est aussi doux, c'est que ça feutre beaucoup puis ça glisse. Donc moi, j'ai pas tant de problèmes. Tu sais, certaines personnes m'avaient dit « Ah, la biscotte, ça déteint au lavage. » Honnêtement, moi, j'ai jamais eu de problème de ce côté-là. Ça l'a jamais déteint au lavage. Mais je la trouve difficile à tricoter, comme par exemple pour un talon. Parce que je trouve que la laine glisse énormément. C'est dur de rattraper tes mailles tout le temps là, pour les faire assez serrées. Puis éviter qu'il y ait des trous. Dans ton talon. J'ai quand même... Pour vrai, je veux pas me vanter, c'est vraiment pas mon genre, mais je le trouve bien réussi, mon talon. Il n'y a pas de trou dedans. Surtout que je l'ai refait 2 fois. Ça, c'est vraiment mon erreur nouille, là. Comme je disais, je suis habituée de faire toujours mes paires de bas sur des 2,75 avec 60 mailles. Puis, je sais pas pourquoi, sûrement parce que c'est la seule chose qui avait disponible à ce moment-là, mais quand je les ai commencés sur des 2,5, donc j'ai monté 64 mailles. Mais moi, j'ai pas repensé à ça là, en les reprenant, donc quand je suis arrivée à la hauteur du talon, j'ai commencé mon talon 60 mailles comme d'habitude. Je trouvais qu'il y avait un drôle de forme, il était drôlement placé, il était comme tout décalé. J'ai compté mes mailles, puis ben oui, j'avais 64 mailles, donc ça me prenait un talon sur 32 mailles, non pas sur 30 mailles. Donc j'ai tout défait, en plus j'étais rendue, je pense que j'étais rendue comme ici de sa jambe, là. J'avais fait un 1 ou 2 cm de plus de la cheville. Mais là, ça me dérangeait, là. Je me suis dit, oh, tant qu'à faire quelque chose, on va le faire comme il faut. Donc j'ai redéfait, puis j'ai recommencé le talon. Mais je suis contente de l'avoir fait parce que c'était bizarre. C'était vraiment bizarre. Ça donnait l'impression qu'il était bossu un peu. Donc là, il est correct. Il est pas bloqué. Donc c'est sûr qu'il... Puis la laine est tellement molle qu'il se tient pas vraiment. Mais je suis satisfaite. Puis j'ai utilisé, comme je dis, j'ai utilisé ma recette dans le fond d'orteil de tous mes patrons habituels. Puis j'ai utilisé mon Tweedledee Unicolor aussi là, pour faire mon talon. Puis je suis assez satisfaite en général. Je trouve que quand on n'utilise pas une laine contrastante, puis que la laine est aussi variée, ça donne un talon bizarre, mais je trouve que c'est pas pire. Je suis vraiment satisfaite du résultat pour l'instant, donc à suivre si je vais réussir à finir la paire avant la naissance de Robin ou si ça va rester un projet en cours qui va traîner encore. Donc, on va le savoir plus tard. D'ailleurs, je vous montre mon petit sac à projet qui est mon projet pour les bas vanille ou les bas autorayants, pardon. C'est un petit sac que j'avais acheté au Japon, que j'adore vraiment, là. Celui-là, il est sur Tokyo, mais j'en ai un sur Kyoto, un sur Osaka, qui sont évidemment les places qu'on a faites, mais je trouve ça chouette parce que il y a plusieurs, je dirais pas monuments, c'est pas juste ça, mais il y a plusieurs choses touristiques, dans le fond, de la ville sur le sac, donc le Tokyo Tower, par exemple, Shibuya Crossing,
qui est l'intersection le plus achalandée au monde, les sumo, le Skytree, un temple, Tokyo Station, qui est la station de train. Donc, c'est toutes des choses qu'on a fait, donc c'est toujours agréable de ressortir ce petit sac-là pour... ça me rappelle des beaux souvenirs de notre voyage à Tokyo. Donc, c'est ça pour mon deuxième projet en cours. Puis, si je me trompe pas, ça conclut les projets en cours. Donc, c'est terminé. Comme je dis, j'en ai plein d'autres, mais ils sont pas activement en cours ou je peux pas encore vous les montrer. Ce que je peux faire, par contre, c'est vous montrer la laine, parce que c'est vraiment beau. Donc, je peux pas vous montrer le projet, mais je veux juste vous montrer... Je veux juste vous montrer la couleur de cette laine-là, qui est la laine pour mon prochain patron. Je l'adore. C'est de la demaille en bas. Elle a base l'essentiel, donc j'ai pas du tout un coup de cœur hein, pour demaille en bas, là, pas du tout, vraiment, là, j'en tricote presque jamais. J'en tricote vraiment beaucoup. Je l'adore. Ouais, donc c'est ça, c'est de la demaille en bas, l'essentiel. Donc, c'est les mêmes... les mêmes informations. Donc, 115 grammes, 400 mètres, un fingering, 80% Merino Superwash, 20% nylon. Puis la couleur incroyable, ce petit jaune que j'adore, s'appelle Éclairci. Donc voilà, je suis très très contente de pouvoir faire un patron avec cette couleur-là parce que Mélissa et moi, on avait essayé d'en faire un l'année passée. Puis le projet avait vraiment avorté. Là, le patron que j'avais dessiné ne fonctionnait pas du tout. Il n'y avait pas assez de contraste, ça ne marchait pas du tout. Donc cette année, plan B. Et le plan B est beaucoup plus concluant que le plan A. Je suis très contente de pouvoir mettre cette magnifique laine en valeur. Puis j'ai hâte de pouvoir vous le montrer. Là. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous allez évidemment le voir avant. Parce que je vais probablement le montrer avant le prochain podcast. Il faut encore que je le termine. Le patron est presque fini d'écrire. Puis que je le passe au test. Donc c'est ça qui est ça. Donc on serait déjà rendu aux acquisitions. Puis, comme je vous ai dit, dans le fond, vu que j'ai beaucoup d'acquisitions pour ce podcast-ci, j'ai décidé de mixer la section mes acquisitions et souvenirs de voyage, étant donné que je vais vous montrer juste des achats que j'ai fait en Italie. Donc, oh mon Dieu, excusez, ça, il bouge beaucoup, puis mettons qu'il trouve souvent ma vessie ces temps-ci, là. Donc, ça surprend toujours un bon coup de pied dans la vessie, là. Donc, même si je commence à m'habituer, à chaque fois, c'est toujours une surprise. Donc, c'est ça. J'ai fait à la fin juin, mon mari et moi, on est partis en baby moon en Italie. On a appelé ça un baby moon parce que ben, on voyage beaucoup quand même, moi puis mon mari. Puis, évidemment, avec Robin, on va prendre ça plus mollo. Je ne dis pas qu'on va complètement arrêter de voyager, c'est vraiment pas ça, mais mettons qu'on va mieux choisir nos destinations, évidemment. Puis on ne voyagera plus de la même façon non plus. Là. On ne pourra pas partir toute une journée puis se dire on verra où est-ce qu'on va aller. Non, tu sais, avec un bébé, il faut quand même plus planifier les choses. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est pas mon genre de voyage. Là. Je suis pas du genre à tout laisser aller, surtout si c'est mon petit bébé qui est en jeu. Là, je vais probablement être une maman poule. En fait, probablement plus une maman ours. Enfin, c'est ça. Donc, on s'en a appelé ça... on est parti en baby moon, vu que c'est comme notre dernier voyage avant l'arrivée de Robin. On est parti 10 jours dans le nord de l'Italie. Puis, dans le fond, j'étais à 22... Oui, mais je suis partie, là, j'ai voyagé dans le fond de 22 à 24 semaines. Puis, on m'a beaucoup posé de questions sur les réseaux sociaux. Si vous me suivez sur Instagram, j'imagine que vous avez déjà pas mal vu la majorité du voyage. Mais pour vrai, voyager enceinte, ça se fait très bien. Si tu les fais à la bonne période, j'aurais pas voyagé pendant mon premier trimestre, mon Dieu non. C'était déjà tout un voyage de se promener entre la poubelle d'en haut et la poubelle d'en bas. Donc,
ça me convenait très bien, je ne serais pas allée plus loin. Puis je voyagerais pas non plus enceinte maintenant, là. Passer le 24-26 semaines, je pense que ça devient vraiment plus risqué aussi pour le fœtus. Puis il y a beaucoup de compagnies aériennes qui ne veulent plus embarquer de femmes enceintes aussi passer, je pense, c'est 26 semaines. Certaines c'est 28, d'autres c'est 30, mais c'est vraiment à vérifier si jamais vous voulez voyager enceinte. Puis il faut aussi vérifier avec les assurances parce qu'il y a beaucoup d'assurances qui ne couvrent plus les frais médicaux passés 26 semaines. Donc c'est quand même important de vérifier étant donné que s'il arrive quelque chose à l'étranger, vous ne voulez pas vous retrouver sans moyens financiers ou sans soutien là, pour aller à l'hôpital ou voir un médecin ou quoi. Donc il n'y a pas de problème de voyager enceinte. Je pense qu'il faut... La première consigne, c'est vraiment de se renseigner. C'est super important. Évidemment, je ne veux pas faire de discrimination, mais il y a des régions du monde que j'éviterais complètement enceinte, dont les Caraïbes, étant donné que le virus Zika est quand même très actif là-bas. Puis, on ne peut pas prendre ça à la légère non plus. Le virus Zika, évidemment, c'est un choix personnel. Là, chacun fait ce qu'il veut, mais... quand on sait l'impact que ça peut avoir sur un fœtus, c'est quand même un choix qu'on doit prendre en connaissance de cause. Donc, c'est sûr que les Caraïbes, c'était non. En fait, même la Floride, c'est pas recommandé. Comme à quel point c'est sérieux, là, le virus Zika. Mais comme nous, l'Europe, évidemment, puis le nord de l'Italie, c'était vraiment pas un problème. En fait, je pense que j'ai vu un moustique de tout mon voyage. Là, donc, ça s'est bien passé. Puis, c'est pas non plus un pays où est-ce que l'eau est insalubre ou qu'on avait des doutes sur la qualité alimentaire. Là. Au contraire, là, même on a très, très bien mangé, évidemment, en Italie. Donc, ça n'a vraiment pas été stressant. Puis, honnêtement, là, les Italiens sont super gentils. Vraiment, moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié. En général, les gens étaient super prévenants et tout. Donc, ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Les autres touristes, par contre, c'est une autre histoire. J'aurais pensé que c'était de la courtoisie internationale de se lever dans un autobus quand une femme enceinte rentre puis qu'il n'y a pas d'autre place. Mais ça a l'air que non. Donc, il y a quand même des fois où j'ai dû rester debout par une chaleur assez intense. C'était quand même, il y avait quand même une canicule historique en Italie à ce moment-là. Il faisait des 35, 36, 37 degrés Celsius. Puis les gens là, faisaient semblant de dormir ou de regarder leur téléphone pour pas voir que j'étais là et que j'étais enceinte. Là. Mais bon. Ça arrive aussi au Québec, ça arrive partout. C'est ça. Puis quand on voyage, ça fait partie des choses auxquelles on doit être prêt à affronter. Donc, honnêtement, on a vraiment eu un beau voyage, là, si on fait exception des vols, surtout du retour. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez suivi là, la péripétie de retour épouvantable qu'on a eue. Mais à l'exception de ça, on a vraiment eu un beau voyage, ça s'est bien passé. J'ai pas eu de problème côté de ma grossesse. Vraiment, ça a été super, on a été très chanceux. Puis je suis vraiment contente de l'avoir fait, ce voyage-là. En plus que ça m'a permis de ramener plein de beaux souvenirs laineux que je vais vous montrer un instant. Donc, on a commencé, c'est ça, on est parti 10 jours. On a commencé au lac de Côme, puis à Milan. J'ai pas fait d'achat laineux dans ces villes-là parce qu'on est allé au lac de Côme, il y avait une boutique de laine. Honnêtement, rien m'a flashé, il n'y avait rien qui m'intéressait. Toutes mes excuses. Puis à Milan, on n'en a juste pas fait parce que les boutiques de laine étaient tellement excentrées du centre-ville, du centre-ville historique. Là. Nous, on était notre hôtel était à côté du Duomo, donc on se promenait à pied tout le temps. Puis ça me tentait vraiment pas de prendre un bus pour aller dans une boutique de laine à comme 35-40 minutes de là, donc on a laissé faire. Déjà que dans la vie en général, moi les autobus, je déteste ça, mais là, ça me donne mal au cœur en fait. Mais là enceinte, c'était pire que pire, là, donc on a oublié ça. On s'est ensuite dirigé vers Vérone. Wow, vraiment là, Vérone, ça a été un énorme coup de cœur. La ville, on a tout aimé, honnêtement. Je pourrais même pas dire quelque chose qu'on n'a pas aimé à Vérone. Là, on a tout adoré. On n'avait pas de temps d'attente. On se disait que ça devait être une ville super touristique, mais finalement, il n'y avait pas tant de monde que ça. Je sais pas si c'est combiné avec la COVID ou la canicule qu'il y avait ou quoi, mais il y avait vraiment pas tant de monde.
Puis, la ville est magnifique, là, se promener à travers c'est une vieille ville médiévale, c'est vraiment le fun. Il y a des monuments romains aussi qui datent de l'Empire romain, c'est vraiment, vraiment agréable. Évidemment, il y a des endroits plus touristiques, là, comme la Casa di Giulietta, mais c'est un incontournable si vous allez à Vérone, c'est quand même la ville de Roméo et Juliette, là. Donc, quand même. Puis, on a fait un funiculaire. Si jamais vous allez à Vérone, je vous recommande vraiment aller faire le funiculaire, ça vaut la peine. Les vues sur la ville sont vraiment belles. Puis, petit aparté, pas tricot, il faut absolument que vous alliez manger dans un restaurant qui s'appelle Osteria Il Punto Rossa. Vraiment, c'est dans les meilleurs restos qu'on a mangé en Italie. Donc, si vous passez par Vérone, faites un crochet par ce restaurant-là, c'est délicieux. Puis, si, tant qu'à être dans le coin, vous pouvez vous arrêter à la boutique de laine Jenny Claire Filati et Ricami. Donc, Filati, ça veut dire fil en italien, puis Ricami, ça veut dire broderie. Puis, c'est vraiment une belle petite boutique. En Italie, il faut savoir que il n'y a pas beaucoup de laine teinte à la main. En fait, je ne sais même pas s'il y en a vraiment, parce qu'il y a tellement de filatures, de maisons de filage historiques, qui sont hyper reconnus pour ce qu'ils font, que c'est juste pas nécessaire. Tellement de laine vendue en Europe puis en Amérique sont filées. Les moutons viennent d'Italie, la laine est filée en Italie, puis la teinture est faite en Italie. C'est vraiment un pays qui est reconnu pour la qualité exceptionnelle de sa laine. Autant la laine mérino que l'alpaga. Puis, donc, il y a beaucoup de laine commerciale. En fait, moi, je n'ai acheté que de la laine commerciale, mais entièrement fait en Italie. Donc, que les moutons étaient élevés en Italie, que la laine était fine en Italie, puis que la teinture était faite en Italie. Donc, puis, une des vendeuses, d'ailleurs, que j'ai côtoyée m'a expliqué que les règles italiennes sur la laine, sur le produit de la laine, étaient très strictes. Puis c'est pour ça que la qualité est aussi élevée, que le museling, par exemple, est interdit sur les moutons, là. Si vous savez pas c'est quoi, c'est... J'ai pas vraiment le goût de l'expliquer ici, honnêtement, ça me lève un peu le cœur, c'est juste horrible, mais bon. En Italie, c'est ça, c'est interdit, puis vraiment là, des règles très strictes sur la filature, sur la qualité de la teinture, l'eau utilisée, ces choses-là. Donc, c'est pour ça que la laine italienne est aussi reconnue. Puis, la boutique Jenny Claire Filati Ricami, ça a vraiment été une belle boutique. Moi, j'ai vraiment aimé ça y aller. L'expérience de magasinage a été vraiment plaisante, même si la vendeuse ne parlait ni anglais ni français. Donc, ça a quand même été rock'n'roll un peu, vu que, ben, ni mon mari ni moi on parle italien, mais mon mari se débrouille bien avec les langues. Donc, ça a quand même bien été, mais moi l'italien, je comprends un peu, là, mais à peine, j'ai pas suivi de cours, donc c'est sûr que c'était très minime. On a acheté un petit bavoir fait à la main pour Robin là-bas par des artisanes de Vérone. Puis j'ai acheté, évidemment, de la laine. Une quantité chandail. Pardon, ça l'a coupé, là. En fait, je sais pas pourquoi, mon téléphone a décidé d'arrêter complètement d'enregistrer, donc je parle dans le vide depuis à peu près une demi-heure. Donc je vais essayer de recommencer en n'oubliant pas de morceaux, en ayant en tête que même si je l'ai déjà dit une fois, en fait, je l'ai pas enregistré. Donc la laine que j'ai achetée au Jenny Claire Filati et Ricami, c'est la l'année mondiale base naturelle. C'est 50 grammes 110 mètres, donc c'est un gros piqué ou un petit worst selon vos préférences. Puis c'est 65% coton, 35% alpaca. Puis comme je vous disais tantôt, dans le fond, la qualité là, de la laine alpaca italienne est vraiment reconnue mondialement. Donc c'est sûr que ça m'a beaucoup attiré cette laine-là, surtout le petit fluff qu'il y avait, puis je trouve que elle a l'air tellement légère et aérienne parce que c'est comme un... je sais pas si vous voyez bien le focus, mais c'est comme un petit... c'est un fil tissé en fait, c'est comme un tube. Un peu comme la Drops Air ou la Drop Sky. Donc, en fait, plus comme la Sky avec le fluff de la Air. Donc, voilà. La couleur, c'est 839. Ça dit
ça dit pas grand-chose, en fait. C'est un petit brun, beige, grège, pâle, très joli, que j'aimais beaucoup. Je pense que ça va faire un très très beau chandail. J'ai pas encore d'idée de patron à faire avec cette laine-là. Si jamais vous avez des suggestions, gênez-vous pas pour me les donner en commentaire. Donc c'est ça, j'ai acheté 11 pelotes. Donc ça me fait quand même un bon 1200, je crois, 1200 mètres là, de métrage accumulé. J'ai calculé un peu combien ça me revenait parce que en plus de la qualité de la laine italienne, elle est vraiment pas chère pour rapport qualité-prix. Par exemple, ceux-là, il était 6 € la pelote, c'est-à-dire environ 8 $ canadiens. Donc ça m'est revenu à 88 $, ça me revient à 88 $ dans le fond pour un pull. Ce que je trouve très raisonnable pour la qualité de la laine, en plus du fait que ben c'est un souvenir de voyage. Donc c'est sûr que c'est une laine qui va être très poilue, mais je pense qu'elle va être quand même légère là, avec le fait que c'est quand même un gros pourcentage de coton, puis que c'est une petite chaînette. Je crois que ça va être un projet qui va être super intéressant à tricoter puis à porter. Donc, c'est ça pour mes souvenirs de Vérone. En quittant Vérone, dans le fond, on est descendu à Florence, en Toscane. On a eu un parcours un peu étrange, là. La plupart des gens seraient partis de Milan, puis auraient fait Florence en premier, puis ensuite auraient fait la Vénétie. Mais nous, on a décidé de partir en voyage seulement 3 semaines, dans le fond, ben, moins d'1 mois, donc 3 semaines et demie, un peu avant le départ. Donc c'est sûr qu'il y avait des choses qu'on n'a pas pu faire ou qu'on voulait faire mais qu'on a dû faire autrement, comme par exemple le parcours. On a, par exemple, les hôtels n'étaient plus disponibles aux dates qu'on voulait, donc on a dû... c'est pour ça, par exemple, qu'on a dû dormir une nuit à Côme en arrivant en Italie, parce qu'il n'y avait plus de nuit de disponible à Milan cette nuit-là, donc c'est pour cette date-là. Donc, c'est l'exemple parfait qu'on a de se booker un voyage à la dernière minute. Mais bon, je pense que ça fait partie de l'expérience, puis on n'a pas regretté non plus, ça a été vraiment un beau voyage. Donc, on est descendu en Toscane, puis c'est une petite anecdote, dans le fond, quand on est arrivé en Toscane, on est arrivé le 23 juin, puis on a appris à ce moment-là que le 24 juin était la San Giovanni à Florence. Ce qui est quand même drôle, étant donné qu'en tant que Québécois, nous, on fête la Saint-Jean-Baptiste le 24 juin. Puis on a appris, dans le fond, que c'était le même saint qui était fêté la même journée en Florence, donc à Florence. Donc on a pu fêter notre Saint-Jean-Baptiste à l'italienne en fêtant la San Giovanni le 24 juin. Ça a été une belle surprise. Puis c'est le genre de choses que j'aime découvrir là, en voyageant. Je ne le savais pas, je savais que le symbole de Florence était la fleur de lys, donc comme le Québec. Mais je savais pas qu'il fêtait la Saint-Jean-Baptiste en l'appelant la San Giovanni, évidemment. Mais ça a été vraiment une belle découverte. Puis à Florence, si vous êtes de passage, vous devez absolument vous arrêter dans un magasin qui s'appelle le Campolmi Filati. Ça a été mon coup de cœur de magasin de laine en Italie. Je l'ai adoré, honnêtement. C'est pas beau comme les magasins de laine en France, mais la qualité des produits puis la quantité des produits, c'est vraiment impressionnant. Campolmi Filati, c'est une filerie qui file eux-mêmes, dans le fond, toutes les laines qu'ils vendent. Puis elle date de 1958, donc c'est quand même pas d'hier. Puis c'était vraiment intéressant, comme je dis, tous les produits vendus sur place sont filés par leur propre filerie, donc à Florence. Donc ça a vraiment été un gros coup de cœur. Puis j'ai fait, évidemment, des achats dans cette boutique-là. Donc mon premier achat, c'est ça ici. Il n'y a pas de nom de base. La marque, évidemment, c'est Campolmi Filati. C'est 100 grammes, environ 140 à 170 mètres. Ils sont même pas sûrs parce que c'est comme un restant, c'est comme une laine qu'ils ont faite avec des restants de fibres qu'ils ont fait vraiment pour éviter du gaspillage. Donc, ils sont pas sûrs du métrage. Ils savent que c'est 100 grammes, mais ils peuvent pas être sûrs à 100%. Donc, c'est soit un hareng, soit un bulky. Ça va être une surprise, j'imagine. C'est 70% coton, puis 30% laine. C'est un beau single ply.
de couleur naturelle. Eux autres, ils ont mis couleur 13, là, mais encore une fois, ça dit pas grand-chose. Donc, c'est vraiment naturel. C'est la couleur naturelle du coton et de la laine. Puis pour vrai, là, c'est vraiment doux. C'est sûr que le coton vient jouer là-dedans. 70% coton, c'est quand même beaucoup. Mais ça n'a vraiment pas un fini coton. Ça a vraiment un fini laineux que j'ai adoré tout de suite. Puis je me suis dit que ça serait très polyvalent là, comme fil. Puis je dois dire que j'ai acheté 7 pelotes. J'espère que je vais en avoir assez pour faire le projet que je vais vouloir faire quand je vais l'avoir trouvé. Mais je pouvais pas la laisser là, il y en avait que 7, donc c'est pour ça que j'en ai pris 7. Mais il était 2,50 € la pelote, donc 3,50 canadiens. Donc ça, si je me fais un chandail avec cette laine-là, ça va me revenir à 24,50 le chandail. Donc on s'entend que c'est un excellent prix pour la qualité de la laine. Là, on voit qu'il y a quand même un petit fil là, vraiment qui vient du pourcentage de laine dedans. Puis comme je dis, elle a vraiment pas un fini coton. Elle a vraiment un fini laineux, même si c'est juste 30%. Donc je suis vraiment satisfaite. Puis regardez leur logo aussi, je trouve ça très chouette. Je trouve qu'on voit que c'est... évidemment, on voit que c'est un vieux logo, puis je trouve ça très chouette que ce soit une filerie qui date de 1958, donc on s'entend qu'ils ont une expertise dans la laine qui date pas d'hier. Donc ça, c'est le premier achat que j'ai fait chez Campolmi Filati. Le deuxième, ça me ressemble vraiment pas. Ah, ça me ressemble pas, c'est pas vrai. Ça a été vraiment un coup de cœur, en fait. C'est la Campolmi Filati, encore une fois. La base tweed, je vous la montre. Regardez ça, comment c'est beau. Moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Au début, j'ai vraiment résisté à l'acheter parce que c'est 50% laine, 50% acrylique. Puis en général, je jette pas d'acrylique, mais je la trouvais vraiment belle. Puis elle a vraiment un fini crunchy laineux, là. Elle a vraiment un fini rustique, malgré l'acrylique dedans. Puis c'est quand même juste 50% d'acrylique, donc je me suis gâtée. Je me suis dit, ok, je la prends, là. Les tweeds multicolores étaient juste vraiment trop beaux dedans. Donc, c'est ça. Ça, c'est 100 grammes, 250 mètres. Ouais, 250 mètres, donc c'est un indiqué. J'ai acheté 5 pelotes, ce qui me fait 1200 mètres. Puis, j'ai payé 5,50 € la pelote. Donc, 7,50 canadiens, ce qui me revient à 37,50 le chandail. C'est plus cher que les autres, même s'il y a de l'acrylique dedans. Mais je le trouvais vraiment très beau. Regardez ça, les tweeds multicolores. C'est comme un single ply aussi, là. Vous pouvez voir, il est assez rustique, là. Il est tourné assez lousse. Puis, quand je l'ai acheté, j'avais vraiment un patron en tête. J'aimerais vraiment ça, pouvoir faire le Winter's Beach Cardi de Andrea Mori avec. J'en aurais assez pour faire la taille, je crois, médium, qui normalement est ma taille small ou medium, en tout cas qui est normalement ma taille normale. Puis si j'étais pas enceinte, je crois qu'en revenant d'Italie, dès que j'ai reçu ma valise, je l'aurais mis sur mes aiguilles. Mais étant enceinte en ce moment, la taille médium ne me ferait pas. Donc je vais attendre de voir après l'accouchement, puis voir ce qu'il y en est, si c'est vraiment ce patron-là que je fais ou si je trouve autre chose à faire avec, parce que je l'aime vraiment beaucoup, là. Je trouve qu'elle est vraiment spéciale, puis c'est vraiment un beau souvenir de Florence. Donc, si c'est pour mes achats de Campolmi Filati. En quittant Florence, dans le fond, on est retourné en Vénétie, cette fois à Venise. Wow, Venise, qu'est-ce qu'on peut dire de plus que ce que les gens ne connaissent pas déjà? Oh, bébé. Bébé a beaucoup aimé Venise. Bébé a beaucoup aimé l'Italie et tous ces gelatos. On en a mangé plus qu'assez. Mais oui, Venise, ça a vraiment été, je pense, notre gros coup de cœur du voyage. Vraiment, on a adoré. On avait reçu beaucoup de commentaires de gens qui disaient que Venise c'était vraiment surfait, puis que il y avait trop de monde, que ça sentait pas bon, ou peu importe. Honnêtement, je sais pas d'où ça sort, mais nous, c'est vraiment pas cette Venise-là qu'on a visité. Encore une fois, il n'y avait pas tant de monde. C'était assez facile de trouver même dans les spots les plus touristiques, de trouver des moments où on pouvait prendre des bonnes photos seules.
Puis ça sentait pas du tout. Je sais pas d'où ça sort. J'ai trouvé que ça sentait plus les égouts à Paris qu'à Venise. Donc je sais pas d'où ça sort. Bref, on a vraiment eu un gros coup de cœur pour la ville, puis aussi pour l'île de Burano. On a beaucoup aimé ça. Ça a vraiment été... ça a vraiment bien terminé le voyage là, sur une note positive. Ça a vraiment été une ville coup de cœur. Puis, c'est sûr que Venise a plusieurs attractions touristiques, mais je pense que ce qu'on a préféré, ça a vraiment été de se promener dans les petites rues, puis de traverser tous les ponts, puis juste de se promener en ville, puis de s'imprégner là, de l'essence même de la ville. Donc, ça a vraiment été un gros coup de cœur. Bonjour, John. Puis, à Venise, on s'est arrêté dans une boutique de laine qui s'appelle Lella Bella, où j'ai fait un achat qui, cette fois pour vrai, ne me ressemble pas du tout, mais ça a été un coup de cœur. Donc, je vous la montre. C'est ça ici. C'est vraiment pas dans mes couleurs habituelles, mais j'ai vraiment eu un coup de cœur pour. Je me suis dit que j'allais... J'hésitais entre celle-là puis un petit rose bébé. Je me suis dit, ah, des roses bébés, j'en ai plein à la maison, fait qu'on y va avec quelque chose de différent. La marque, ça s'appelle Laine du Nord, mais c'est vraiment... les moutons sont italiens, c'est filé en Italie, puis c'est teint en Italie. Donc, c'est un nom français, mais une laine italienne. Donc, Laine du Nord Alpaca Hair, 50 grammes, 140 mètres, donc c'est un DK. 75% alpaca, 15% laine, 10% nylon. Ça donne vraiment une laine qui est très aérienne. On peut voir celle-là aussi, dans le fond, c'est une laine chaînette. Une laine qui est tissée, là. Donc ça donne une laine très légère. Je pense que ça va faire vraiment un beau fini de chandail aérien. Puis pour vrai, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour la couleur. Je sais que ça me ressemble pas du tout. Mais la couleur, c'est le numéro 6, 100%. Mais encore une fois, ça dit rien. C'est vraiment un beau bleu de faïence, là, un bleu royal. Là, un peu mauve, mais bleu de faïence, c'est vraiment ça. Puis j'ai acheté 9 pelotes, donc ça me donne 1260 mètres. Puis c'est la laine la plus chère que j'ai achetée en Italie. Là. Je l'ai payé 11 € la pelote, donc 15 $ canadiens, ce qui me fait un chandail à 135 $ total. Honnêtement, c'est pas donné, mais je pense que c'est très raisonnable pour une laine qui est aussi un souvenir d'une ville qu'on a adorée. Donc voilà. Puis je suis pas encore arrêtée, mais je crois que je ferai le balloon cardigan de Petite Knit avec ça. Je crois que ça serait vraiment très joli. Ou bien peut-être le cardigan romance de Marie-Christine Lévesque. Je suis pas encore sûre. Mais je pense que ça va être le balloon cardigan. Je pense que ça va être vraiment aérien, puis que ça va être très beau avec ça. Donc voilà, ça conclut mes achats italiens, puis ça conclut aussi la section acquisition et souvenirs de voyage. Ça a été un chapitre qui a été plus difficile à tourner. J'espère que le tout va être quand même plus cohérent qu'au moment où je l'ai tourné. Mais, merci beaucoup d'avoir écouté. C'est toujours un plaisir de lire vos commentaires. Puis je vous souhaite un très beau mois d'août, chaud, mais pas trop. Puis de très belles vacances là, si vous les prenez prochainement. Donc merci beaucoup, puis à la prochaine.